Je m'appelle Chloé Martin et j'ai 28 ans. Ma mère s'est présentée à mon mariage vêtue d'ivoire. Au moment où ma cousine a murmuré « Est-ce qu'elle porte sérieusement du blanc ?», elle s'est tournée vers les 300 invités, a souri doucement et a dit d'une voix forte et claire « C'est juste couleur crème, ma chérie. Il faut bien que quelqu'un ressemble à la vraie mariée aujourd'hui. » Je n'ai pas bronché. Je suis psychologue clinicienne. J'ai passé 12 ans à aider des femmes à échapper à des mères narcissiques tout en étant complètement aveugle à celle qui m'avait élevé. Pendant notre première danse, elle a arraché le micro des mains du DJ. Une surprise de la part de la mère de la mariée, a-t-elle annoncé avec fierté. Mon mari s'est penché tout près, sa voix basse et posée. Ne la regarde pas, regarde le mur du fond. 300 têtes se sont tournées en même temps. Et ceux qui l'ont vu sur ce mur ne l'a pas seulement démasqué. Cela a brisé tout ce que je croyais savoir sur ma vie et a prouvé que le mariage qui, je le croyais, me libérerait enfin, avait fait partie de son plan depuis le début. Cela a commencé 12 ans plus tôt dans ma chambre d'enfant avec une caméra que je ne savais pas être en train d'enregistrer. J'avais 16 ans. Mon père était parti 10 ans auparavant. Il s'était évanoui comme le font parfois les hommes quand le poids d'une femme comme ma mère devient trop lourd à porter en silence. Elle parlait de lui à chaque occasion, non pas pour faire son deuil, mais pour comparer. Chaque homme dont j'ai jamais parlé a été mesuré à son fantôme, et tous ont été jugés insuffisants. Ce soir-là, j'étais assise sur mon lit. Du mascara coulait sur ma tête d'oreiller, bouleversée par un garçon qui avait rompu avec moi pendant la pause déjeuner du lycée. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte avec son téléphone, la caméra déjà allumée. Elle faisait ça constamment. Les anniversaires, les crises de colère, les fièvres, les spectacles. Elle documentait tout. À l'époque, je croyais que c'était de l'amour. Maintenant, je comprends que c'était un inventaire. Elle s'est assise à côté de moi, m'a serré contre elle. « Tu ne me quitteras jamais comme il l'a fait », a-t-elle dit. Pas tout à fait une question, plutôt une réplique qu'elle me soufflait, attendant que je la lui redonne. « Je ne te quitterai jamais, maman », ai-je dit à travers mes larmes. « Je le promets. » Elle a embrassé le sommet de ma tête. Son bras s'est enroulé autour de moi, mais par-dessus mon épaule. Et je ne l'ai réalisé que des années plus tard, en rejouant le souvenir comme une scène de crime, ses yeux ont glissé vers le téléphone posé sur la table de chevet, toujours en train d'enregistrer, le point rouge clignotant encore. Elle m'a tenu pendant encore 1 minute. Puis elle s'est levée, a pris le téléphone, a vérifié l'écran et l'a glissé dans sa poche comme on garde un reçu. J'avais 16 ans. Je ne savais pas que les promesses pouvaient être des armes. Je ne savais pas qu'elles se constituaient un arsenal qu'elle déploierait à mon propre mariage. Le matin de mon mariage, j'étais assise dans la suite nuptiale d'un magnifique domaine dans les Yvelines, le genre d'endroit où les haies sont plus tranchantes que les conversations et où chaque centre de table a été approuvé par un comité. Camille Dubois, ma demoiselle d'honneur et la seule personne sur Terre qui ne m'a jamais menti une seule fois, s'occupait des 42 boutons qui descendaient le long de mon dos, narrant chacun d'eux comme si elle pratiquait une opération chirurgicale. Bouton 19, dit-elle, on est à la moitié. Tu transpires, au fait. On est en octobre. C'est le stress. Une humidité différente. Mon téléphone a vibré sur la coiffeuse. Un texto de ma mère. Je porte quelque chose de spécial aujourd'hui. Pour toi. Je l'ai montré à Camille. Peut-être qu'elle est vraiment gentille pour une fois. Camille n'a pas levé les yeux du bouton 23. Chloé, ta mère n'a jamais rien fait pour toi de toute sa vie. Elle fait des choses près de toi, contre toi, ou en dépit de toi. Jamais pour toi. Elle n'avait pas tort. En 28 ans, chaque cadeau que ma mère m'a offert était assorti d'une condition. Chaque faveur était accompagnée d'une clause. Chaque acte de gentillesse était un acompte qu'elle retirerait plus tard avec des intérêts. J'ai posé le téléphone face contre table, mais mes doigts sont restés serrés autour. De la même façon qu'on tient quelque chose qu'on n'est pas prêt à poser, mais qu'on sait qu'on devrait lâcher. 20 minutes plus tard, je suis sorti dans le couloir pour trouver Dominique Leroy, ma belle-mère, qui attendait près de l'escalier. Elle portait une robe rose poudrée très douce, un foulard en soie drapé sur une épaule, comme le font les femmes d'une certaine génération dans les beaux quartiers quand elles veulent avoir l'air naturel, mais ont passé 40 minutes à le choisir. Dominique était le genre de femme qui communiquait par les textures et les silences. Le foulard correspondait toujours à son humeur, et son humeur était toujours plus difficile à déchiffrer qu'elle ne voulait le laisser paraître. Elle m'a pris les 2 mains.
Sa poigne était chaude, ferme. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. Puis sa voix a baissé d'un ton, comme elle le faisait quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle avait répété. « Ta mère et moi. Nous nous connaissons depuis plus longtemps que tu ne le penses. » J'ai souri. « Oh, vous vous êtes croisés dans le quartier, c'est ça ?» Dominique n'a pas répondu. Ses yeux se sont baissés sur nos mains jointes. Elle a serré une fois. Puis elle a lâché prise, a ajusté son foulard, le tirant plus fort comme une armure, et a marché vers la cérémonie sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la douleur, pas de l'alarme, juste une porte dont j'ignorais l'existence. S'ouvrant sur la plus petite fente. Je l'ai classée de la façon dont on m'avait appris à classer les choses à la fac de psycho. Noter, ne pas réagir. À revoir plus tard. J'avais un mariage auquel je devais assister. En me dirigeant vers le jardin, je suis passé devant la pièce où la fleuriste terminait les boutonnières. La porte était ouverte. 2 femmes, des amies de ma mère, toutes deux dans la soixantaine, toutes deux tenant une coupe de champagne qu'elles n'auraient pas dû boire à 15 heures, discutaient à l'intérieur. Christine a tout géré, disait l'une. Le domaine, le fleuriste, le traiteur. Elle a même choisi le DJ, a répondu l'autre. Elle a tout choisi. Une pause, puis plus bas. Même le marié, ont-elles ri. Le rire facile et comploteur des femmes qui croient faire une blague. Je me suis arrêté de marcher. Ma main s'est posée sur le cadre de la porte pendant 3 secondes. Puis j'ai continué à avancer. Elle plaisantait. Elle devait plaisanter. La cérémonie a commencé à 16 heures. 300 invités remplissaient les chaises du jardin. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait les rangées comme un projecteur de théâtre. Je pouvais tous les voir de derrière l'arche en pierre. Amis, cousins, collègues, voisins, des gens que j'avais rencontrés une fois lors d'une vente aux enchères caritatives et que je ne reverrai jamais. Et au premier rang, au centre, ma mère. Elle était assise à côté de Dominique, les jambes croisées, le menton levé, portant de l'ivoire de la tête aux pieds. Pas du crème, pas de lait cru, pas du champagne. De l'ivoire, le genre qui accroche la lumière d'octobre et qui brille pratiquement. Sous le soleil, filtrant à travers les portes vitrées derrière elle. Cela ressemblait suffisamment à du blanc pour que chaque femme dans la pièce le remarque, et chaque femme savait exactement ce que cela signifiait. Je suis entré au bras de mon oncle. Les murmures ont commencé avant même que je n'ai dépassé la 2e rangée. Ma mère s'est tournée vers les invités les plus proches d'elle et a parlé à un volume soigneusement calibré pour paraître privé tout en étant audible par une douzaine de personnes. C'est juste couleur crème, ma chérie. Elle a touché son col, l'ajustant avec la précision de quelqu'un qui aurait pratiqué ce geste. Je crois que quelqu'un est un peu susceptible aujourd'hui. 2 choses se sont produites en moi simultanément. Le cerveau de la psychologue, elle teste ta réaction en public. Elle a besoin que tu réagisses de manière émotionnelle devant des témoins pour pouvoir te faire passer pour la personne instable. Le cerveau humain, ta mère s'est habillée en blanc à ton mariage. J'ai laissé la psychologue gagner. Tu es ravissante, maman. Ma voix n'a pas tremblé. Je m'en suis assuré. Elle a rayonné. Elle pensait avoir gagné l'échange. Dans ses calculs, mon calme était une capitulation. Derrière moi, Camille s'est penchée près de mon oreille. C'est de l'ivoire, Chloé, pas du crème. J'ai travaillé dans une boutique de robes de mariée pendant 2 étés à la fac. Ce tissu, c'est de l'ivoire Mikado. Elle sait exactement ce qu'elle a fait. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher vers Hugo. Il se tenait à l'autel, la mâchoire serrée, les mains jointes, les yeux fixés sur les miens avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas nerveux, pas joyeux, alerte, comme un homme se tenant entre quelqu'un qu'il aime et quelque chose qu'il voit arriver. Quand je l'ai atteint, il a fait un seul signe de tête. Presque imperceptible. Il l'avait vu, lui aussi. Le vin d'honneur s'est déroulé comme se déroulent les vins d'honneur dans les mariages chics. Champagne, petit four, compliments stratégiques, et des conversations qui semblent chaleureuses mais qui évaluent tout. Ma mère faisait le tour comme une femme en campagne électorale, touchant les avant-bras, riant un peu trop fort, se positionnant au centre de chaque groupe. Je l'ai regardé arrêter un groupe près du bar. Je suis tellement fier de ma fille, a-t-elle dit, pressant une main contre sa poitrine. Tout ce que j'ai, tout mon monde.
Une femme que je ne reconnaissais pas s'est tamponnée l'œil. Puis ma mère s'est matérialisée à côté de moi. Elle ne s'approchait jamais, elle apparaissait. La façon dont certains types de personnes entrent dans votre espace sans la politesse d'une arrivée. J'espère que ça ne te dérange pas, a-t-elle dit, sa voix basse mais orientée vers deux invités qui ajustaient leurs serviettes de cocktail derrière nous. Mais j'ai organisé un petit quelque chose pour plus tard ce soir. Le privilège d'une mère. Elle a tapoté sa flûte de champagne, mais n'a pas bu. Elle ne buvait jamais dans les événements. Ça interférait avec sa précision. Toutes les mères font ce genre de choses, a-t-elle ajouté. Tu comprendras un jour. Je l'ai regardée. Chaque fibre de ma formation clinique hurlait. Elle normalise. Elle présente son comportement comme universel pour que refuser fasse de vous la personne déraisonnable. Je taille élevé complètement seule, Chloé. Elle s'est tournée vers le couple derrière nous, s'assurant qu'il entendait. Chaque jour, chaque pièce de théâtre à l'école, chaque rendez-vous chez le médecin, tout. Ses yeux ont brillé sur commande. Accorde-moi 5 minutes ce soir. Où vas-tu m'enlever ça, à moi aussi? La culpabilité, sa plus vieille arme, aiguisée pendant 22 ans jusqu'à devenir tranchante comme un scalpel. Le couple a murmuré avec compassion. La femme a touché le bras de Christine. Bien sûr qu'elle va te laisser faire, m'a dit la femme comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Fais ce que tu as à faire, maman. Ma voix était égale. Elle m'a touché le bras. C'est ma fille. Je me suis éloigné en emportant deux certitudes. La certitude qu'elle avait un plan pour ce soir, et la certitude grandissante que Hugo en avait un, lui aussi. Je l'ai trouvé derrière le bar près de l'entrée du service. Il se tenait près de la porte des cuisines, tenant son téléphone, la mâchoire faisant ce qu'elle fait quand il fait des calculs dans sa tête. Elle va prendre le micro, ai-je dit. Je sais. Pendant la première danse, c'est là que le vidéoprojecteur s'allume. Je l'ai dévisagé. Quel vidéoprojecteur? Hugo m'a regardé, calme, posé. L'expression qu'il arborait quand un tableau Excel lui disait quelque chose que le client ne voulait pas entendre. J'ai trouvé quelque chose, Chloé. Il y a 6 semaines, dans de vieux emails entre ta mère et la mienne. Le bruit du jardin s'est estompé. La musique live, le tintement des verres, l'oncle de quelqu'un riant trop fort. Tout s'est éloigné. Elles se connaissent à peine, Hugo. C'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Il a pris ma main. La sienne était chaude et sèche. La mienne n'était ni l'un ni l'autre. Ta mère et ma mère sont en contact depuis 3 ans. Depuis avant notre rencontre. J'ai senti la porte dans ma poitrine s'ouvrir plus grand. Quoi qu'elle fasse ce soir, a-t-il dit, ne la regarde pas, regarde le mur du fond. Qu'est ce qu'il y a sur le mur du fond? La vérité. Je suis resté là pendant un long moment. Les basses du groupe de musique vibraient à travers le sol. Un serveur est passé avec un plateau de crevettes et ne nous a pas vus. Fais-moi confiance pour ce soir, a dit Hugo. J'ai hoché la tête. Ma main tremblait. Pas la sienne. Si votre mère se présentait à votre mariage en ivoire devant 300 personnes, que feriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires car ce qui s'est passé ensuite m'a surprise moi-même. Je dois vous ramener 3 ans en arrière, car l'histoire de ma rencontre avec Hugo n'est pas celle que je croyais. J'avais 25 ans. Je venais d'ouvrir mon propre cabinet de psychologie. Un minuscule bureau au-dessus d'un pressing à Saint-Germain-en-Laye. 2 chaises d'occasion. Un bureau que j'avais monté moi-même dans les escaliers, un diplôme encadré au mur qui m'avait coûté 6 ans d'études et un prêt bancaire de 50 000 €. J'étais épuisé. J'étais fier. J'étais libre. Ou je le croyais. Ma mère a appelé un mardi soir, comme elle le faisait toujours, au moment exact où je préparais le dîner, car elle avait un 6e sens pour interrompre les moments où je me sentais le plus indépendante. Tu travailles trop, a-t-elle dit. Ce n'est pas sain. Viens dîner samedi. Mon amie Valérie a invité du monde. Tu dois rencontrer des gens de ton âge. J'ai failli dire non, mais dire non à Christine Martin n'a jamais vraiment été une option. Ça en donnait juste l'illusion. L'illusion du choix était son plus beau tour. Ce samedi-là, j'ai conduit jusqu'à une belle meulière au Vésinet avec des volets blancs et un Porsche encombré de citrouilles. Valérie, une femme que j'avais rencontrée 2 fois aux fêtes de fin d'année de ma mère, m'a accueilli à la porte avec un gin tonic qu'elle avait déjà versé, comme si elle m'attendait exactement à 7 minutes.
Avec le recul, c'était le cas. À l'intérieur, peut-être 30 personnes déambulaient. Des voisins, des professeurs, quelques couples discutant poliment des prochaines élections. Personne que je ne connaissais. Et puis Valérie m'a accompagné jusqu'à l'îlot de la cuisine où un homme était appuyé contre le comptoir, tenant une bière qu'il ne buvait pas, écoutant à moitié quelqu'un décrire son handicap au golf. « Chloé, a dit Valérie, voici Hugo. C'est le fils de Dominique Leroy. Je pense que vous vous entendriez très bien tous les deux. » Il s'est retourné et m'a regardé de la façon dont personne dans ma famille ne l'avait jamais fait. Comme si j'étais déjà intéressante avant même d'ouvrir la bouche. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a interrogé sur mon travail. Pas la version des cocktails, mais les vraies questions. Quelle est la séance la plus difficile que tu aies jamais eue? Est-ce que tu ramènes ça chez toi? Qu'est ce qui t'a fait choisir ça au lieu de quelque chose de plus facile? Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appelé ma mère. J'ai rencontré quelqu'un. 3 secondes de silence. Je ne comprenais pas ces 3 secondes à l'époque. Je les comprends maintenant. Elle n'était pas surprise. Elle calculait combien de temps attendre avant de commencer sa performance. Qui, a-t-elle finalement dit? Elle le savait déjà. Elle avait rédigé la liste des invités. 6 semaines après cette fête, j'ai dit à ma mère que Hugo et moi sortions ensemble. Elle a posé sa fourchette au dîner. Le rôti de bœuf du dimanche, son repas de contrôle, celui qu'elle préparait quand elle avait besoin que la maison sente le dévouement et ait le goût de l'obligation. Il a l'air bien, a-t-elle dit prudemment. Mais les hommes bien s'en vont, Chloé. Ton père avait l'air bien. Elle maniait le départ de mon père comme d'autres manient des couteaux. Rapidement, précisément, toujours à l'articulation. Chaque fois que je me dirigeais vers l'indépendance, elle pressait la lame contre la même vieille cicatrice. Il est parti. Ils partent toujours. Je suis la seule à être restée. J'ai tout abandonné pour toi, a-t-elle dit ce soir-là, se penchant en arrière de la table avec le martyre pratiqué d'une femme qui a mémorisé son propre sacrifice. Ma carrière, ma vie sociale, mon mariage finalement, et maintenant tu t'éloignes de moi pour un homme que tu connais depuis 2 mois. J'ai quitté sa maison ce soir-là, plus déterminé que jamais. Hugo était ma rébellion, ma ligne dans le sable, ma preuve que je pouvais choisir quelque chose pour moi-même. Je pensais que c'était moi qui choisissais. Je pensais que la résistance signifiait que c'était réel. Je ne savais pas qu'elle avait aussi écrit le scénario de la rébellion. 18 mois avant le mariage, Hugo m'a demandé en mariage. Une bague simple, une soirée tranquille, pas de public, juste nous. J'ai appelé ma mère pour le lui dire. Elle n'a pas rappelé pendant 3 jours. Quand elle l'a enfin fait, sa voix était plate. Pas en colère, pas triste, juste calibrée. Bien, a-t-elle dit. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. C'était tout. 2 années entières d'opposition, les dîners, la culpabilité, le fantôme de mon père utilisé comme une arme. Et ça s'est terminé en une seule phrase. J'ai appelé Camille. Elle a juste arrêté de se battre. 2 ans et puis plus rien. Camille est restée silencieuse un instant. Le genre de silence qui signifiait qu'elle choisissait soigneusement ses mots au lieu de dire la première vérité qui lui venait à l'esprit. Ce n'est pas comme ça que Christine fonctionne, a-t-elle finalement dit. Christine ne s'arrête pas. Elle redirigeait. Je me suis dit que Camille était paranoïaque. Ma mère avait finalement accepté mon choix. Mais une psychologue devrait savoir que lorsqu'une personne contrôlante cesse soudainement de contrôler, elle n'a pas capitulé. Elle est arrivée à destination. L'opposition n'a jamais été réelle. C'était de la navigation. Il y a autre chose de cette période. Un détail que j'ai rejeté à l'époque, mais que je n'arrête pas de rejouer maintenant. Environ 8 mois après avoir commencé à sortir avec Hugo, ma mère m'a traîné à un gala de bienfaisance au Cercle des femmes de Versailles. Elle faisait ça 2 fois par an. Mettre sa plus belle robe, faire le tour de la salle, rappeler à tout le monde qu'elle existait. Je détestais y aller, mais elle appelait ça une obligation familiale, ce qui, dans le vocabulaire de Christine, signifiait que la présence n'était pas facultative. Nous sommes arrivés à 19h. À 19h15, ma mère avait trouvé son chemin jusqu'à une table d'angle où une femme en veste de soie bleue était assise seule, faisant tourner son vin. Elle était élégante et posée, grisonnante aux tempes d'une manière qui semblait délibérée plutôt que négligée. C'était Dominique. Je ne le savais pas à l'époque.
Je sortais avec Hugo depuis 8 mois, mais je n'avais pas encore rencontré sa mère. Il la décrivait comme compliquée et voulait attendre que les choses soient solides. Donc, je n'ai pas reconnu la femme à la table. Mais j'ai remarqué comment ma mère s'est assise à côté d'elle comme si elle avait gardé la place. Comment elles se sont penchées l'une vers l'autre avec l'aisance de personnes qui s'étaient parlé de nombreuses fois auparavant. Comment ma mère a touché le bras de Dominique et que Dominique a ri. Pas le rire poli d'une étrangère, mais le rire confortable de quelqu'un qui a entendu la prémisse et a quand même apprécié la chute. C'est qui, ai-je demandé quand ma mère est revenue vers moi. Juste une nouvelle amie, a dit Christine. D'un comité que j'ai rejoint. Elle a changé de sujet. Je l'ai laissé faire. J'avais 25 ans et je croyais encore que ma mère avait des amis au lieu d'alliances stratégiques. 8 mois après le début de ma relation, ma mère était déjà assise avec ma future belle-mère lors d'un gala de charité, et je me tenais à 3 mètres de là sans en avoir la moindre idée. Je me suis souvenu d'encore une chose avant de revenir au mariage. 6 mois avant la cérémonie, j'ai aidé Dominique à réorganiser le placard de sa chambre d'amis. Nous étions devenus proches à ce moment-là, ou c'est ce que je croyais. Elle me tendait des boîtes. Je triais des tissus. Nous parlions de choses sans importance. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une note manuscrite sur du papier à lettres crème. L'écriture était celle de ma mère. Je la reconnaîtrais n'importe où. Cette écriture attachée et précise d'école privée catholique. Merci d'avoir tenu ta part du marché. C'est, qu'est-ce ce que c'est, ai-je demandé. Dominique y a jeté un coup d'œil. Son visage n'a pas changé. Oh, cette vieille histoire du quartier. Les cotisations pour le club de lecture. Tu sais comment est ta mère pour tenir les comptes. J'ai ri. J'ai remis le mot dans le tiroir. Les cotisations pour le club de lecture. Avec l'écriture de ma mère et l'expression « part du marché ». Je n'y ai plus repensé jusqu'à la nuit de mon mariage où j'ai compris que « part du marché » ne signifiait pas une dette. Ça signifiait un accord. De retour au mariage, le vin d'honneur s'achevait. Je me tenais à la lisière du jardin, regardant ma mère et Dominique côte à côte à la table d'honneur. Ma mère avait insisté pour contrôler le plan de table. Je veux être assise près de la famille des Hugo, apprendre à les connaître. Maintenant, j'observais leur langage corporel de la même manière qu'on m'avait formé à observer les couples en consultation. L'inclinaison, le rythme. La main de Christine sur l'avant-bras de Dominique quand elle riait. Dominique se penchant vers ma mère avec le confort de quelqu'un dont elle avait déjà intériorisé le rythme. Ce n'étaient pas 2 femmes qui avaient été présentées lors d'une fête de fiançailles il y a 18 mois. Leur posture disait « des années ». Leur coordination. Christine en ivoire, Dominique en rose poudré, des couleurs qui se complétaient d'une manière que seul un appel téléphonique pouvait arranger, disait « planification ». Hugo est apparu à mes côtés. Tu le vois? Ta mère et ma mère. Le langage corporel. Ce ne sont pas des étrangères. Non. J'ai regardé Christine murmurer quelque chose. Dominique a hoché la tête. Quand se sont-elles réellement rencontrées, Hugo? Sa mâchoire s'est contractée. Pas au moment où l'une ou l'autre nous l'a dit. J'ai trouvé Dominique près de la table des desserts, ajustant une serviette qui n'avait pas besoin de l'être. Dominique, ai-je dit, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie. Comment toi et ma mère vous êtes-vous vraiment rencontrés? Elle n'a pas bronché. Des années de pratique. Oh, par des amis communs. Tu sais comment c'est dans le coin. Tout le monde est lié. Quels amis? Une pause. La serviette a cessé de bouger. Honnêtement, ça fait si longtemps. Je ne me souviens plus des détails. Elle ne s'en souvenait pas. La femme qui se souvenait du nombre exact de fils de chaque échantillon de tissu de sa maison ne se souvenait pas de la façon dont elle avait rencontré la mère de la femme de son fils. C'est drôle, ai-je dit, parce que ma mère se souvient de tout. La main de Dominique s'est portée à son foulard. Elle a tiré dessus. Eh bien, tu connais Christine. Oui, je commençais à la connaître. Je me suis éloigné sans insister davantage. Dans ma pratique clinique, il y a un moment avec chaque patient où poser une question de plus le fera se fermer complètement. J'avais atteint cette limite. Dominique cachait quelque chose et elle n'était pas prête à le lâcher. Pas encore. Mais j'ai classé l'échange comme je classe tout. Noter. Ne pas réagir.
À revoir. Ma mère m'a coincé une fois de plus avant la première danse près de la cabine du DJ, à portée de voix de deux invités qui réarrangeaient leurs chaises. J'aurai besoin du micro pendant quelques minutes pendant la danse, a-t-elle dit. Juste un petit moment. La tradition. La tradition, ai-je répété. Toutes les mères le font. Un toast. Un souvenir. Quelque chose dont les invités se souviendront. Elle a penché la tête. La même inclinaison qu'elle utilisait quand elle négociait. Je taille élevé seul, Chloé. 16 ans sans un seul jour de congé. Accorde-moi 5 minutes. Elle a laissé le silence s'étirer car c'est dans le silence que vivait la culpabilité, et la culpabilité était le terrain de jeu préféré de Christine. D'accord, maman. Elle a souri. Le sourire d'une femme qui croit avoir remporté l'ultime négociation. J'ai trouvé Hugo. Elle prend le micro. Bien, a-t-il dit. Le vidéoprojecteur est prêt. Avant la danse, Christine a arrêté Hugo au bout du bar. J'étais assez près pour entendre. Prends soin d'elle, a dit ma mère en lui touchant l'avant-bras. Elle a besoin de quelqu'un de fort. Hugo l'a regardée. Elle est forte. Le sourire de ma mère s'est figé. Juste un éclair, juste assez pour qu'une psychologue le voie. C'est bien ce qui me fait peur. Elle s'est éloignée. Hugo l'a regardé partir. Puis il s'est tourné vers moi, et l'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait entendu ce qu'elle avait dit et il avait compris ce qu'elle voulait dire. Elle avait peur que je sois forte parce que forte signifiait incontrôlable. Forte signifiait que je pourrais voir clair. Forte signifiait que la cage qu'elle avait construite pourrait ne pas tenir. J'ai touché les boucles d'oreilles en perles que je portais. Celles de ma grand-mère. Christine m'avait dit de les porter. C'est la tradition, avait-elle dit, ta grand-mère l'aurait voulu. Sur le coup, ça m'avait semblé être une douce requête. Maintenant, je l'entendais différemment. Même mes accessoires étaient sous son contrôle. Même mes oreilles lui appartenaient. J'ai envisagé de les enlever sur le champ, mais pas encore. Plus tard, quand cela signifierait quelque chose. 3 minutes avant la danse, je me suis enfermé dans les toilettes. Je me suis tenu devant le miroir, les mains tremblantes, la robe parfaite, la bague à mon doigt, la bague que Hugo avait choisie. Où l'avait-il fait? Dominique avait-elle suggéré le style? Ma mère avait-elle décrit ce que je voudrais? J'ai ouvert le robinet, de l'eau froide, sur les poignets, j'ai compté jusqu'à 30. J'étais psychologue clinicienne. J'avais passé 5 ans assise en face de femmes qui ne voyaient pas les barreaux de leur propre cage. Je les avais aidées à les cartographier. La culpabilité, l'obligation, la dépendance fabriquée, l'affection soigneusement chronométrée qui les faisait revenir. Et je n'avais jamais cartographié la mienne. Tu l'as rencontré chez l'ami de ta mère, ai-je pensé. L'ami de ta mère, la liste d'invités de ta mère, le calendrier de ta mère. J'ai fermé les hauts. Une phrase de l'une de mes patientes m'est revenue en mémoire. Une femme nommée Jeanne, qui s'était assise dans mon bureau il y a 6 mois, tremblante, et qui avait dit, le plus effrayant, ce n'est pas de découvrir qu'il avait menti. C'est de réaliser que j'avais construit toute mon identité sur ce mensonge. Si le mensonge disparaît, que reste-t-il de moi? J'avais répondu à Jeanne, vous. C'est vous qui restez maintenant. J'étais Jeanne, debout dans des toilettes à mon propre mariage, fixant mon propre visage, me demandant si la femme qui aidait les autres à abattre des murs pourrait survivre à la destruction des siens. J'avais appris à mes patients à affronter la vérité pendant 5 ans. Ce soir, c'était mon tour. J'ai redressé le dos, séché mes mains, et je suis sorti. Je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver, mais j'avais fini de faire semblant que je n'avais pas besoin de l'être. La première danse a commencé à 20h15. Le DJ a lancé la chanson, un morceau acoustique, quelque chose que j'avais choisi parce que ça ressemblait à une respiration. Et Hugo a pris ma main. 300 personnes nous encerclaient à la lueur des bougies. Pendant 30 secondes, ce fut parfait. Sa main dans mon dos, mon front près de son menton. La pièce était chaleureuse, dorée et immobile. Puis j'ai entendu le Larsen. Ce sifflement électrique d'un micro qu'on soulève de son pied. Je ne me suis pas retourné. La main des Hugo s'est appuyée plus fermement contre ma colonne vertébrale. Ne la regarde pas, la voix de ma mère a rempli la pièce. Bonsoir à tous.
Le bruissement de 300 têtes qui se tournent, des fourchettes qui s'arrêtent, des téléphones qui se lèvent. Je suis Christine Martin, la mère de la mariée. Elle a fait une pause, attendant les applaudissements qu'elle croyait mériter. Quelques invités ont applaudi poliment. La plupart ont simplement regardé. J'ai une surprise ce soir, a-t-elle dit. Une surprise de la part de la mère de la mariée. Un clic, le bourdonnement d'un projecteur qui chauffe. Et puis, sur le mur principal, celui derrière la table d'honneur, celui qu'elle avait spécifiquement choisi, une image est apparue. Moi, à 16 ans, assise sur mon lit d'enfant, pleurant dans un oreiller dont je me rappelle encore l'odeur. La vidéo a démarré, ma voix, toute petite, sortant d'un haut-parleur de téléphone vieux de 12 ans, « Je ne te quitterai jamais, maman. Je le promets. » Elle a souri dans le microphone. 300 personnes ont regardé une mère diffuser les larmes de sa fille adolescente à la propre réception de mariage de sa fille. Vous voyez, a-t-elle dit, elle revient toujours. Personne n'a bougé. Personne n'a ri. Personne n'a applaudi. 300 personnes sont restées dans ce genre de silence spécifique qui survient quand quelque chose ne va pas, mais que personne ne peut encore le nommer. Je me tenais au centre de la piste de danse, à 28 ans, me regardant à 16 ans faire une promesse qui était maintenant encaissée comme un chèque. La vidéo passait en boucle. Mon visage de 16 ans enflé par les pleurs, répétant les mots que ma mère avait récoltés et stockés pendant 12 ans. Autour de moi, je pouvais sentir la pièce recalculer la situation. La femme en ivoire, qui avait menti à 300 personnes sur la couleur de sa robe, venait de diffuser une vidéo intime de sa fille adolescente en larmes au propre mariage de sa fille. Même les invités qui avaient défendu Christine plus tôt bougeaient sur leur chaise. Un homme à la table 9 s'est penché vers sa femme. Est-ce qu'elle vient vraiment de faire ça? Sa femme n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Hugo m'a serré la main une fois. Maintenant, a-t-il murmuré. Regarde le mur du fond. Je me suis retourné. Sur le mur opposé, derrière les invités, derrière le bar, derrière tout ce que Christine avait arrangé, un second projecteur s'est allumé. Hugo l'avait caché derrière un arrangement floral le matin même, l'avait orienté avant l'arrivée des invités, et l'avait connecté à son téléphone via une application silencieuse. Le mur s'est rempli de textes, de mets, de captures d'écran, de dates, une chronologie en haut dans une police de caractères assez grande pour que la dernière rangée puisse la lire. De Christine Martin à Dominique Leroy. Objet, j'ai trouvé la fille parfaite pour ton fils. La date remontait à 3 ans et 2 mois, soit 7 mois avant que je n'entre dans la cuisine de Valérie et que je ne rencontre un homme que je croyais placé là par l'univers. En dessous. Message après message, de Christine à Dominique, de Dominique à Christine. Des captures d'écran de textos avec horodatage, un calendrier, une stratégie. 300 têtes se sont tournées. Les chuchotements ont commencé comme des grésillements. Bas, confus, superposés. Quest ce que c'est? Ce sont des emails? Christine et Dominique. Mes pieds étaient rivés à la piste de danse. Mes yeux parcouraient la chronologie comme ils parcouraient les notes de consultation, cherchant le schéma, l'escalade, le point de rupture du récit. Je l'ai trouvé. Email 3. De ma mère à Valérie, la femme qui avait organisé la soirée. Invite-les tous les 2 samedis. Place-les à côté l'un de l'autre. Ne parle pas de moi. Ma mère tenait toujours le micro face à l'autre mur. Derrière elle, la vidéo de moi à 16 ans passait toujours en boucle, pleurant toujours, promettant toujours. Et sur ce mur-ci, la vérité continuait de défiler. La main de Christine a commencé à trembler. Le micro a grésillé. 300 personnes regardent. Christine regarde Dominique. Pensez-vous que Dominique va protéger Christine ou protéger la vérité? Laissez votre prédiction ci-dessous. Je dois reconnaître ça à ma mère, elle a récupéré vite. 30 ans à gérer l'attention d'une pièce lui avait donné des réflexes que la plupart des gens ne développent jamais. Elle a forcé un rire, le genre de rire qui ressemble à de l'air qu'on chasse d'un ballon. C'est une blague, a-t-elle dit dans le micro. Hugo, mon grand, éteins ça. C'est une fête de famille, pas un. Elle a fait une pause, cherchant le mot. Pas un tribunal, a-t-elle fini par dire. Elle s'est tournée vers les invités avec une expression que j'avais vue 100 fois. Le visage d'une femme qui a déjà décidé quelle était la version officielle et s'attend à ce que chaque personne dans la pièce l'adopte. Ces documents sont fabriqués, a-t-elle dit en pointant le mur avec la main qui ne tenait pas le micro.
Il les a falsifiés. Je dis à Chloé depuis le début que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Quelques invités plus âgés ont bougé, mal à l'aise. Un homme a hoché la tête. Il connaissait Christine depuis 20 ans. La vieille loyauté à la vie dure. Lis les dates, maman, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Tu m'as dit qu'il n'était pas assez bien pour moi, ai-je continué. Pendant 2 ans, tu t'y es opposé. Chaque dîner, chaque appel téléphonique, chaque crise de culpabilité sur le départ de papa. J'ai fait une pause. Et puis un jour, tu as juste arrêté. J'ai fait un pas vers elle. Maintenant je sais pourquoi tu as arrêté. Tu as arrêté parce que ça a marché. J'ai tenu bon. Je me suis retourné vers le mur. 300 personnes le lisaient déjà, mais je l'ai lu à haute voix quand même, car c'était mon histoire et c'était à moi de la raconter. Email numéro 1. Christine à Dominique, 3 ans plus tôt. J'ai trouvé quelqu'un pour ton fils. Elle est psychologue. Elle sera patiente. Elle comprendra les limites. Elle ne tiendra pas tête. Elle ne cause pas de problème. Email numéro 2, Dominique à Christine. 4 jours plus tard, parle-moi plus d'elle. Envoie-moi des détails. Email numéro 3, Christine à Valérie. Invite-les tous les 2 samedis. Place-les ensemble. Ne dis à aucun des 2 que je suis impliqué. J'ai arrêté de lire, j'ai regardé la salle. Je suis entré dans cette cuisine en croyant au hasard, ai-je dit. Je suis tombé amoureuse en croyant au destin. Rien de tout cela n'était vrai. Il n'y avait que la liste d'invités de ma mère. J'ai fait défiler la chronologie mentalement. Les emails continuaient en dessous. Mois après mois, ma mère tenait Dominique au courant de mon état émotionnel. Elle hésite. Mais plus la pression. Puis plus tard, elle est engagée. Il est temps de lâcher du lest. Et plus tard encore, la bague est choisie. Ne laisse pas ton fils faire sa demande dans un restaurant. Elle dira oui plus vite à la maison, là où elle se sent en sécurité. Ma mère avait chorégraphié jusqu'à la demande en mariage. Pas les mots, pas l'amour, mais le cadre, le timing, les conditions dans lesquelles j'étais le plus susceptible de dire oui. J'ai regardé Dominique. Elle était assise au premier rang, son foulard de soie écrasé dans son poing, les yeux fixés sur le parquet comme si elle pouvait disparaître dans les nervures du bois. Le mail de ma mère m'avait décrite comme on décrirait un meuble. Patiente, ne tiendra pas tête, ne cause pas de problème. Elle avait énuméré mes qualités comme les caractéristiques d'une annonce immobilière, non pas comme une mère décrivant sa fille, mais comme un vendeur décrivant un produit. Je me tenais là, sur cette piste de danse, quelque part entre la fille qui pleurait à 16 ans et la femme qui refusait de pleurer maintenant, et j'ai attendu. Christine, serrant toujours le micro, a balayé la pièce du regard à la recherche d'un allié. Ses yeux se sont posés sur la seule personne qui, selon elle, la sauverait encore, Dominique. Sa voix était tranchante maintenant. Le velours avait disparu. Dis-leur. Dis-leur que ce sont des absurdités. Dis-leur que nous n'avons pas planifié ça. Nous. Une syllabe, 4 lettres. Je l'avais entendu. 300 personnes l'avaient entendu. Le murmure s'est élevé comme une vague. Elle avait dit, nous. Venait-elle de dire, nous? Pas, je. Pas, elle. Nous, 2 mères ensemble. Dominique s'est levé lentement. La façon dont on se lève quand son corps est plus lourd qu'il ne l'était une minute auparavant. Le foulard a glissé de ses genoux sur la chaise vide. Elle n'a pas essayé de l'attraper. Elle m'a regardé. Pas Christine. Moi. 3 secondes. Les 3 secondes les plus longues de ma vie. Elle m'a dit. La voix de Dominique a craqué. Elle a dégluti et a recommencé. Christine m'a dit que si je l'aidais, elle s'assurerait que mon fils épouse une femme qui ne désobéirait jamais. Une femme qui serait patiente et reconnaissante et qui resterait. Elle a fait une pause. 300 personnes ont oublié de respirer. J'ai accepté, a-t-elle dit. Il y a 3 ans, j'ai accepté l'accord. Un accord, pas une amitié, pas une présentation. Un accord, un contrat entre 2 mères qui échangeaient leurs enfants comme des actifs dans un portefeuille. Mais j'ai vu ta femme, s'est tourner Dominique vers Hugo, devenir la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et je ne laisserai pas sa mère lui enlever ça. La pièce a expiré par bribes. Un halètement près du fond.
Une chaise qui racle. Une femme plus âgée à la table 12 pressant ses deux mains sur sa bouche. Un homme près du bar posant son verre et ne le reprenant plus. Christine a baissé le micro. Son bras est tombé comme une ficelle coupée, mais elle n'avait pas terminé. Les narcissiques n'abandonnent pas à la première chute. Ils traitent chaque effondrement comme un entracte. Christine s'est avancée vers moi sans le micro cette fois, mais assez fort pour que les 5 premiers rangs entendent chaque mot. Dominique ne sait pas ce qu'elle dit, a-t-elle lancé. Elle est confuse. Elle est sous le coup de l'émotion. Après tout ce que j'ai fait pour sa famille. Pour sa famille, ai-je relevé. Je lui ai trouvé une femme pour son fils. Elle s'est arrêtée, s'est entendue, a pivoté. J'ai présenté 2 jeunes gens. C'est ce que font les bonnes mères. Puis elle s'est tournée vers la salle, les bras écartés, la voix montant dans les aigus. Elle revient toujours à moi. Cette vidéo le prouve. Ma propre fille a 16 ans, promettant qu'elle ne partirait jamais. Elle le pensait. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé chaque mot remplir la pièce et retomber. J'avais 16 ans, maman. Elle s'est arrêtée. J'avais 16 ans. Je pleurais pour un garçon qui avait rompu avec moi au déjeuner et tu tenais une caméra. J'ai regardé la vérité faire son chemin. Pas vite, pas de manière dramatique. Lentement, comme Léo s'infiltre dans une fissure de béton. Silencieusement et de manière irréversible. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Hugo a fait un pas en avant. Il a levé son téléphone, toujours connecté au second projecteur, et a tapé une fois. La dernière diapositive est apparue en plein écran. De Christine Martin à Dominique Leroy. Objet, j'ai trouvé la fille parfaite pour ton fils. Et sous l'objet, un seul paragraphe, chaque mot visible par 300 personnes qui avaient cessé de faire semblant de regarder ailleurs. Elle est psychologue. Elle sera patiente. Elle sera gentille. Elle ne partira pas. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. La pièce est devenue silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Le genre de silence qui a un poids. Elle ne sait pas comment partir. C'est pour ça que ma mère m'avait choisi. Pas parce que j'étais spéciale. Pas parce que j'étais suffisante. Parce que j'étais piégée. Parce qu'une femme qui passait sa carrière à apprendre aux autres comment s'échapper ne reconnaîtrait jamais les murs de sa propre cage. Une femme à la table 5, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, a pressé ses jointures contre ses lèvres et s'est mise à pleurer. Elle ne connaissait pas mon histoire, mais elle en connaissait la forme. Elle avait vécu dedans. J'ai regardé le mail une dernière fois. Elle ne sait pas comment faire. 5 mots qui expliquaient tout. Pourquoi ma mère ne s'était jamais inquiétée que je quitte réellement Hugo? Pourquoi elle avait cessé de se battre après la demande en mariage? Pourquoi elle s'était habillée en ivoire à mon mariage avec l'assurance d'une femme qui croyait avoir déjà gagné? Elle m'avait choisi parce que j'étais le genre de femme qui reste dans les pièces qu'elle devrait fuir, qui absorbe la douleur et appelle ça de la patience, qui confond la loyauté avec l'amour et l'obligation avec l'appartenance. Elle m'avait choisi comme on crochette une serrure, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle ne fera pas. Ma mère a fixé le mur. Ses mots, son email, sa syntaxe, sa ponctuation, son objet, dans la police de caractère qu'elle utilisait pour tout. C'était le sien, indéniable. Le microphone, toujours sur le sol où elle l'avait fait tomber, a émis un dernier bourdonnement de l'arsène. Puis plus rien. Voici ce que 300 personnes ont vu se produire ensuite. Christine a lissé sa robe ivoire, aplatissant le tissu comme elle lissait toujours les choses, comme si les apparences pouvaient survivre quand la substance s'était déjà effondrée. Tout ce que j'ai fait, a-t-elle dit à personne et à tout le monde, c'était parce que je l'aime. Une mère a le droit de protéger son enfant. Une mère a le droit. Je me suis avancé. Mes talons ont claqué sur le parquet. Tu n'as pas choisi de me protéger, maman. J'ai pointé le mur. Diapo 3. Hugo a tapoté. Elle est apparue. Christine à Dominique. Elle croit l'avoir choisi. C'est ça qui est magnifique. Une voix dans la dernière rangée s'est élevée, oh mon Dieu. Christine s'est retournée brusquement. Le contexte. Vous sortez tout de son contexte. Dominique, dis-leur. Dominique n'a pas bougé. Diapo 7, a dit Hugo. Dominique à Christine.
Ta fille est venue dîner dimanche dernier. Elle est exactement comme tu l'as décrite. L'accord est conclu. Hugo a regardé la salle. La mère de Chloé a confirmé l'accord il y a 5 minutes. 2 mères, un contrat. Échangeant leurs enfants comme des cartes dans un jeu auquel aucun de nous n'avait accepté de jouer. Dominique s'est levée à nouveau, des larmes coulant maintenant, qu'elle n'essuyait pas. Elle s'est tournée vers Christine avec l'épuisement de quelqu'un qui a porté un mensonge pendant 3 ans et qui l'a senti se briser. C'est fini, Christine. Puis, vers moi, je suis désolé. J'aurais dû te le dire le jour où il a fait sa demande. J'aurais dû te le dire il y a 3 ans. Je l'ai entendu. Je ne l'ai pas absoute. Pas encore. Peut-être jamais, mais je l'ai entendu. Hugo a tapé une dernière fois. La dernière diapositive, en plein écran. Le mail par lequel tout a commencé. J'ai trouvé la fille parfaite pour ton fils. Elle est psychologue. Patiente, gentille, ne partira pas. Elle ne sait pas comment faire. 300 personnes l'ont lu. Certains ont articulé les mots silencieusement. Certains ont secoué la tête. D'autres sont restés parfaitement immobiles. La façon dont on s'assoit quand on sait qu'on regarde quelque chose qu'on emportera hors de cette pièce et qu'on ne pourra jamais vraiment poser. Ma mère a regardé autour d'elle. Un dernier balayage. Personne n'a croisé son regard. Un homme près de la sortie s'est écarté sur le côté. Pas pour bloquer, pas pour affronter, juste pour dégager le passage. La façon dont on s'écarte de quelque chose qu'on ne veut plus près de soi. Elle s'est dirigée vers la porte, seule dans sa robe ivoire. Je me tenais au centre de la piste de danse. 300 personnes attendaient que je aime m'effondre, que je crie, que je sanglote. La crise de nerfs à laquelle les films les avaient conditionnés à s'attendre. Je ne leur en ai pas donné. Tu as arrangé la rencontre, ai-je dit. Ma voix portait sans micro. Tu as arrangé l'opposition. Tu as arrangé la soirée chez Valérie et les 2 années de dispute qui m'ont fait m'accrocher encore plus fort. J'ai fait une pause, j'ai regardé Hugo, mais tu n'as pas arrangé ce que je ressens pour lui. Cette part-là était à moi. Je me suis tourné vers la salle et j'ai dit, et c'est la dernière fois que tu arranges quoi que ce soit dans ma vie. J'ai levé les mains et j'ai détaché les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celles que Christine m'avait dit de porter. Je les ai posées sur la table la plus proche. Elles ont cliqueté contre le bois comme un point à la fin d'une phrase. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Le silence disait tout ce que les applaudissements ne pouvaient pas dire. Christine a franchi la porte. Personne ne l'a suivie. Le DJ, que Dieu bénisse ce gamin, a remis la musique en fond sonore. Quelque chose de doux, quelque chose qui donnait à la pièce la permission d'expirer. Hugo a passé ses bras autour de moi. Camille est apparue de nulle part et a enroulé les siens autour de nous deux. Pendant un long moment, nous sommes restés tous les 3 au centre de 300 personnes qui réorganisaient silencieusement tout ce qu'elles croyaient savoir sur ma famille. 30 minutes plus tard, j'étais assise sur le balcon. Le mois d'octobre dans les Yvelines. Les guirlandes lumineuses que j'avais choisies, celles qui donnaient l'impression que le ciel était assez proche pour être touché, se balançaient dans le vent. Il faisait assez froid pour le sentir dans mes dents. Dominique est sortie. Elle s'est assise à côté de moi sans rien demander. Nous sommes restés silencieux un moment. Pourquoi as-tu accepté? Ai-je fini par dire. Elle a regardé ses mains. Les mains qui avaient signé l'accord, transféré le mail, gardé le silence pendant 3 ans. Parce que j'avais peur que Hugo finisse avec quelqu'un qui ne comprendrait pas le poids de la famille. Christine m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de bien, de patient, de stable. Elle a expiré. Elle avait raison sur qui tu es. Elle avait tort sur la raison pour laquelle c'était important. Tu as transféré le mail à Hugo il y a 4 mois. Je l'ai étiqueté juste au cas où, pour tes dossiers. J'avais trop peur de le lui remettre en main propre et de dire, toute ta relation a été fabriquée. Alors je l'ai caché dans des papiers administratifs et j'ai prié pour qu'il le trouve. Il l'a trouvé il y a 6 semaines. Je sais. Elle m'a regardé. Quand il m'a appelé et a demandé à voir mon ancienne boîte de réception, je lui ai donné l'accès. Je ne me suis pas battu. J'étais fatigué de mentir. Tu as dit la vérité ce soir. J'ai dit la vérité avec 3 ans de retard. J'ai regardé cette femme, complice pendant 1000 jours et courageuse pendant 5 minutes. Et j'ai essayé de décider ce qu'elle était.
Elle n'était pas un méchant de film. Elle n'était pas une héroïne. C'était le genre de personne qui accepte quelque chose de mal parce que c'est plus facile que de combattre quelqu'un comme Christine Martin, et qui passe ensuite 3 ans à détester la part d'elle-même qui a accepté. Tu me l'as dit ce soir, ai-je dit, c'est suffisant pour l'instant. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre. Je n'ai pas serré en retour. Hugo est sorti quelques minutes plus tard et s'est appuyé contre la rambarde. Silencieux. 6 semaines, ai-je dit. Tu as su pendant 6 semaines. J'ai failli te le dire la nuit où j'ai trouvé le mail. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert pendant 2 heures. J'avais les mots prêts. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que si je te l'avais dit avant le mariage, tu l'aurais annulé. Et je ne voulais pas qu'elle nous enlève ça, à nous aussi. Il s'est accroupi devant moi pour qu'on soit à la même hauteur. Je t'ai épousé en sachant tout, Chloé. Je t'ai épousé parce que ta mère avait raison sur certaines choses. Tu es patiente. Tu es gentille. Tu ne t'en vas pas facilement. Il a fait une pause. Elle a listé ses qualités parce qu'elle pensait qu'elles te rendaient contrôlable. Je suis tombé amoureux de ses qualités parce qu'elles ne le font pas, les premières larmes ont coulé, pas le genre de larmes qui viennent quand on se brise, mais le genre qui vient quand on est vu entièrement, avec tous les échafaudages, les fissures et l'architecture laide de comment nous en sommes arrivés là, et qu'on ait choisi quand même. Elle m'a choisi pour toi parce que je ne sais pas comment partir, ai-je murmuré. Et je t'ai choisi parce que tu n'as pas à le faire. Nous sommes restés assis là pendant 1 minute. Les guirlandes lumineuses au-dessus de nous se balançaient. À l'intérieur, quelqu'un a ri. Un vrai rire, pas du genre théâtral. La réception continuait sans nous. Le monde continuait sans nous. Et pour la première fois en 3 ans, cela ressemblait à de la liberté plutôt qu'à une perte. Tu crois que tout était faux, ai-je demandé. La façon dont on s'est rencontré, la façon dont on est tombés amoureux. Il y a réfléchi. Pas rapidement. De la façon dont il réfléchit à tout. Soigneusement, comme si la réponse méritait plus qu'un simple réflexe. Elle a planté la graine, a-t-il dit. Elle a choisi la terre et le pot et a décidé où tomberait la lumière du soleil. Mais ce n'est pas elle qui a fait pousser la plante, Chloé. C'était nous. Ça, c'était réel. Il a fait une pause. Un jardin ne cesse pas d'être un jardin juste parce que quelqu'un d'autre a construit le treillis. Je me suis blotti contre lui. Mon cerveau de psychologue, celui qui avait fait des diagnostics toute la soirée, s'est enfin tu. Il s'est levé, m'a tendu la main. On n'est pas obligé d'y retourner. J'ai pris sa main. Si, nous le sommes. Nous terminons notre soirée. Si vous avez déjà eu à construire votre propre vie parce que celle que quelqu'un a construite pour vous était une cage, je vous vois. Et j'adorerais entendre votre histoire. Nous sommes rentrés. La réception était différente. Pas plus silencieuse, mais plus vraie. Certains invités étaient partis. La plupart étaient restés. Quelques-uns se sont approchés et m'ont prise dans leurs bras sans un mot, ce qui était mieux que tout ce qu'il aurait pu dire. Camille m'a tendu un verre d'eau. Pas de champagne? Elle savait. Ça va? Non, mais ça ira. Elle a hoché la tête. C'était suffisant pour Camille. Ça l'avait toujours été. Je me suis assise près d'une fenêtre et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler 3 ans de textos avec ma mère. Je n'ai pas lu les mots. J'ai observé le rythme. À chaque fois que Hugo et moi avions une dispute, dans les 48 heures, ma mère envoyait un SMS, « Comment va Hugo ?» À chaque fois. Elle connaissait le calendrier de nos disputes. Elle savait, parce que Dominique lui faisait des rapports. Dominique disait à Christine quand nous nous disputions, quand nous nous réconcilions, quand il semblait distant, quand je semblais attendri. Les petits messages de ma mère n'étaient pas de l'instinct. C'était de la surveillance. J'ai fermé les messages. Je n'avais plus besoin de lire. À 23h15, j'ai envoyé un seul texto. Ne me contacte pas. Quand je serai prête, si jamais je suis prête, je te ferai signe. Pas avant. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table. Vers 22h30, Camille s'est assise en face de moi. Elle avait fait le tour de la salle pendant la dernière heure, non pas pour socialiser, mais pour gérer, rediriger les conversations, intercepter les invités qui voulaient faire des commérages,
orientant doucement les gens vers le bar, la piste de danse ou la sortie. Certains d'entre eux parleront de cette soirée pendant des années, a-t-elle dit. Laisse-les faire. Quelques-uns défendent déjà ta mère. Ceux qui la connaissent depuis le plus longtemps. Je sais. Ils auront besoin de temps, ou ils ne comprendront jamais. Camille a tendu le bras au-dessus de la table et a pris ma main. Pas de la façon dont Dominique l'avait fait. Hésitante, chargée de culpabilité. Camille l'a tenue de la façon dont on tient quelque chose qu'on tient depuis 10 ans et qu'on ne prévoit jamais de lâcher. Tu sais à quoi je pensais, Matt, et elle dit, à cette nuit à la fac où tu m'as appelé à 2 heures du matin parce que ta mère avait débarqué dans ton dortoir et réarrangé tes meubles pendant que tu étais en cours. J'ai failli rire. Elle avait dit qu'elle faisait en sorte que je me sente comme à la maison. Elle marquait son territoire. Chloé, elle s'assurait que chaque pièce où tu entrais portait ses empreintes digitales. J'ai regardé Camille, cette femme qui avait vu ma mère clairement depuis le début, qui avait attendu 12 ans que je rattrape mon retard, qui n'avait jamais dit une seule fois, je te l'avais bien dit, même si elle l'avait mérité 1000 fois. Merci, ai-je dit, de n'avoir jamais désespéré que je finisse par le voir. Je suis infirmière aux urgences, a-t-elle dit. Je suis littéralement formée pour attendre que les gens se réveillent. J'ai ri. Mon premier vrai rire depuis que le micro était tombé. Les derniers invités sont partis vers minuit. Les traiteurs ont plié les nappes. Le DJ a rangé son équipement et, en sortant, s'est arrêté pour serrer la main d'Hugo sans dire un mot. Je me tenais à l'entrée du domaine. 2 murs, 2 projecteurs, 2 vérités. La vidéo de ma mère sur l'un. Une fille de 16 ans promettant de rester. La chronologie d'Hugo sur l'autre. Le plan d'une vie arrangée sans consentement. Dominique se tenait près de la porte, un nouveau foulard sur l'épaule. Elle ne s'est pas approchée. Elle a fait un signe de tête. Je lui ai rendu son signe. Ce n'était pas un pardon. C'était la reconnaissance qu'elle avait choisi la chose la plus difficile ce soir-là. Et cela comptait pour quelque chose. Pas pour tout, mais pour quelque chose. Nous parlerions à nouveau dans une semaine, peut-être dans un mois. Je m'assierais en face d'elle à la table de sa cuisine, et elle me raconterait le reste. Les détails qu'elle n'avait pas dit ce soir, les parties qui étaient trop précises pour une salle de 300 personnes. Et j'écouterais de la manière dont j'écoute en séance, sans jugement, sans interruption, avec la compréhension que la vérité vient par couches et que personne ne les épluche tout en même temps. Mais ce serait pour plus tard. Ce soir, la reconnaissance suffisait. Hugo a ouvert mon manteau. J'y ai glissé mes bras et je suis sorti dans l'air froid des Yvelines. Le vent d'octobre portait l'odeur des feuilles mortes et la légère douceur de la cuisine du traiteur en train de fermer. Derrière nous, le domaine brillait, chaleureux, doré, se vidant comme un théâtre après le dernier acte. Ma mère avait arrangé la rencontre. Elle avait arrangé l'opposition. Elle avait arrangé la soirée chez Valérie et les 2 années de dispute qui m'avaient poussé plus près de lui au lieu de m'en éloigner. Mais elle n'avait pas arrangé la façon dont il me regarde quand je lis sur le canapé avec mes pieds sous la couverture, oubliant que le monde existe. Elle n'avait pas arrangé le fait que j'ai choisi de rester. Quand rester était difficile, quand le silence de sa mère me désorientait, et que le bruit de la mienne m'épuisait, et que l'amour ressemblait moins à un film et plus au fait d'être présent les jours où être présent est la seule chose qu'il vous reste. Elle n'avait pas arrangé l'amour. Cette part-là était la mienne. Certaines mères construisent des cages et les appellent des foyers. Elles tapissent les barreaux de culpabilité et peignent les serrures de dévotion, et disent à leurs filles que la clé est l'obéissance. Et certaines filles passent leur vie entière à apprendre comment partir, seulement pour découvrir que partir n'efface pas ce qui était réel. Ça signifie que l'amour ne leur a jamais appartenu pour qu'elles puissent l'arranger. Il était à moi depuis le début. Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 28 ans et, pour la première fois de ma vie, chaque choix que je ferai à partir de maintenant sera le mien.